Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être. Vous m'entendez bien là? Jusqu'au bout, au fond? Ouais. Ok. Eh bien, très content d'être là pour scander un peu cette grande action que nous menons collectivement entre la BPI et puis toute la communauté universitaire académique depuis longtemps maintenant, puisque nous avons lancé le plan Deep Tech en janvier 2019, si je me souviens bien. Et puis nous avons fait ensuite des Deep Tech Tours que nous n'avons quasiment pas interrompus pendant les années un peu compliquées du Covid, et toujours avec cette même vision partagée entre nous, les SAT qui sont ici présentes, les conseils d'administration des universités, aujourd'hui les PUI, qui est que la France est une très grande nation scientifique, mais que la quantité de cette science qui atterrit dans l'économie française est insuffisante. C'est ça hein, le constat fondamental qui nous accompagne dans tous les efforts que nous faisons, avec un benchmark que nous n'hésitons pas à définir. Le benchmark, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est un pays dans lequel la science atterrit beaucoup plus en proportion dans l'économie britannique que la France. On pourrait citer Israël, évidemment, et puis on peut évidemment citer les États-Unis. Donc il y a un certain nombre de modèles, c'est pas très compliqué, qui nous ont beaucoup inspirés, tous collectivement, et qui vont continuer de nous inspirer tant que nous n'aurons pas atteint notre objectif, qui est l'objectif qu'on s'est fixé à l'époque, hein, qui était de permettre aux chercheurs français, aux doctorants, aux PhD, etc., d'engendrer 500 startups deep tech par an. Voilà. Alors, on est aujourd'hui, je crois, à 350 à peu près, hein, 350 par an. Donc on a fait un grand chemin. Quand on a démarré, je pense qu'on était un tout petit peu au-dessus de 100. Et alors, bon, vous me direz, mais comment vous avez défini les 500? Ça s'est décidé quand même assez rapidement, cette affaire. Hein. Mais en fait, ça s'est décidé aussi dans le benchmark britannique, puisque les Britanniques ils font 500, précisément. Voilà. Et il n'y a aucune raison qu'ils soient en avance sur nous durablement. Ah, aucune raison. La France produit largement autant de sciences qu'eux. Alors ensuite, quand on regarde le paysage, on voit qu'il y a des lieux où on crée plus de start-up qu'ailleurs. Donc on voit bien que c'est à la fois culturel et organisationnel. Vous savez bien que certains d'entre nous, la BP en tout cas, avons été très inspirés par l'expérience de l'ESPCI de Paris, qui a une capacité à produire de la start-up qui est tout à fait exceptionnelle. Mais on pourrait également constater que les grandes écoles du plateau de Saclay, aujourd'hui, par exemple dans les domaines de l'intelligence artificielle, produisent beaucoup de projets intéressants. On peut aussi se souvenir, et je pense qu'il faut sans cesse le rappeler, qu'on est un pays extraordinaire pour créer des start-up quand on est un chercheur. Honnêtement, y a-t-il beaucoup dans le monde de pays dans lesquels il y a une telle boîte à outils pour accompagner le chercheur? Y a-t-il beaucoup de pays dans le monde où le chercheur garde son statut et peut revenir à tout moment après son échec? S'il y en a, parce qu'il y en a souvent, inévitablement, c'est risqué. Et des pays où on a un tel statut de chercheur-entrepreneur, il n'y en a pas beaucoup. Des pays où les possibilités de prise de risque pour un chercheur fonctionnaire dans les grandes académies françaises puissent tenter de se lancer et puis, bon, peut-être revenir si ça ne marche pas. Ben, il y en a très peu. Hein, et en particulier, il y en a très peu en Europe. La boîte à outils que le ministère Sylvie Retailleau est passé tout à l'heure, hein, Bruno Bonnel contribue beaucoup par ses financements également à nous accompagner. La boîte à outils, elle est ultra complète. Et chaque année, on essaie de l'enrichir. Cette année, on l'a enrichi avec la bourse BFT Lab. C'est donc la bourse qui permet de financer la prématuration, avant la maturation dans laquelle interviennent les SAT. C'est des choses qu'on voit en Europe du Nord. J'ai moi-même fait un voyage qui était tout à fait passionnant en Finlande, Norvège, Suède, pour aller voir comment les agences d'innovation là-bas finançaient la prématuration et la maturation. Donc on s'en est beaucoup inspiré. On a trouvé les sous. Ça a été un long combat, hein, vous vous souvenez. Mais enfin, on a trouvé les sous. Ils sont donc désormais disponibles et on a de quoi accompagner pas mal de projets. Voilà, donc la prématuration est financée, la maturation. Ensuite, on a tout l'édifice des SAT qui accompagne à peu près, on se disait tout à l'heure, 50% des startups deep tech qui sortent des laboratoires français. On pourrait se dire que les SAT pourraient peut-être monter en part de marché, certainement, ce qui suppose de régler un certain nombre
on va dire, de relations typiquement gauloises entre les grands instituts. Mais bon, on sait qu'on a ça face à nous. Et puis ensuite, on a tout le continuum du capital. Voilà. Alors, on a les prêts. Vous savez tout ça, je vous rappelle des choses que vous savez bien, puisque j'imagine que dans la salle, beaucoup en ont bénéficié. Le prêt amorçage investissement, le prêt amorçage, le prêt innovation, bref, les bourses multiples et variées, et puis ensuite le capital. Avec le capital amorçage, dont nous souhaitons, et je suis tout à fait d'accord avec ce que j'entendais à l'instant dans des conversations en aparté, sur l'idée que nos fonds d'amorçage peuvent être encore plus early stage parfois. Ça dépend desquels. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Ça dépend des régions aussi. C'est quand même un kaléidoscope, tout ça, qui n'est pas uniforme. Mais c'est vrai qu'il va falloir, c'est d'ailleurs ce que nous faisons nous avec notre propre fonds, le fonds Ambition Amorçage, le FAA, aller de plus en plus early. Ce d'autant plus que les fonds étrangers, en particulier américains, sont de plus en plus early. Ils y vont. Enfin, ils y sont allés, en tout cas, au moment où les valorisations en série A et en growth, comme on dit, étaient extrêmement élevées. Ils descendaient plus bas pour essayer d'investir plus tôt, moins cher. Bon. Mais ils sont toujours là. Et ils savent très bien capter la science française à la source. Ouais. Donc, le continuum, honnêtement, il est là. Les conditions statutaires, je pense qu'on peut dire qu'elles ont été travaillées. Le culturel bouge beaucoup. L'idée que dans une carrière de chercheur, créer sa boîte à un moment, c'est tout à fait une possibilité qui n'est pas orthogonale avec je ne sais quelle philosophie, vision, voire idéologie, comme ça pouvait être le cas il y a une quinzaine d'années. Il me semble que tout ça est entré maintenant dans le passé, assez largement. Donc tout est possible, c'est ça que j'ai envie de dire. Le travail de la puissance publique, pour beaucoup, a été avancé. Je ne dis pas qu'il est accompli, mais on a quand même bien avancé. Ce qu'il faut qu'on arrive maintenant à faire, tous ensemble, c'est mobiliser les capitaux privés. Parce qu'il faut bien faire les tours de table. On ne va pas nationaliser l'économie française. Donc la BPI, on peut tout à fait prendre 20% du capital, mais on ne va pas prendre 100% du capital. Le Fonds national d'amorçage, c'est déjà 50%, voire parfois 60% dans certains fonds, d'argent public. Il faut trouver la contrepartie privée. Et donc, comme on est dans une affaire qui est extrêmement territoriale, on est bien sûr, il y a quoi, 13 SAT, 13 régions, 13 SAT. Donc il faut avoir les territoires dans les tripes pour comprendre comment les choses vont avancer université par université. C'est dans les territoires qu'il faut aller chercher l'argent privé. Il y a des poches nationales, mais il y a beaucoup de poches régionales, en fait. Il y a beaucoup de poches régionales, sachant qu'on a besoin de capitaux, mais à cette étape-là du développement et du financement en fonds propres, on n'a pas forcément besoin d'énormément de capitaux. Et donc les poches régionales, il faut, je pense aux banques mutualistes, tout simplement, par exemple, ou aux grands groupes régionaux qui ont leurs sièges sociaux en région. Il faut aller les chercher. Il faut absolument aller les chercher. Voilà ce que je peux vous dire rapidement. L'objectif des 500, il est toujours là. On ne s'arrêtera pas tant qu'on ne l'aura pas touché. On ne s'arrêtera pas. On ira même plus loin que ça parce que notre benchmark de l'autre côté de la Manche, lui, évidemment, probablement continuera de monter. La vérité, je vais vous dire, je prends un peu de recul par rapport à tout ce qu'on fait là. On est en pleine période budgétaire. Ça ne vous a pas échappé. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, au fond, le rendement de tous nos investissements en innovation, en recherche, en politique de l'offre, en baisse des charges pour les entreprises, en accompagnement, etc., n'est toujours pas suffisant pour financer toute la dépense sociale du budget de l'État. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on équilibre tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que le rendement de nos investissements productifs finance le modèle français. Or, on a encore cette année 30% de déficit, une sécurité sociale qui est en pleine dérive. Donc ça prouve bien que nos efforts sont insuffisants. Pourquoi est-ce qu'on veut faire 500 startups deep tech? C'est parce qu'on veut faire 250 startups industrielles à l'intérieur, qui elles-mêmes vont monter des usines, qui vont recruter des emplois de salariés, qui vont payer des charges sociales, qui financeront la sécurité sociale. À la fin des fins, le modèle est complètement bouclé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est insuffisant. Donc, sachez en tout cas que pour le patron de la BPI, la mission n'est pas accomplie. On fait des résultats formidables, on est dans des taux de croissance extraordinaires, on est très content.
il y a une génération nouvelle complète d'entrepreneurs, etc., etc., etc. Sauf qu'à la fin, c'est toujours pas suffisant. Voilà. Donc je termine mon intervention en disant que l'objectif, c'est vraiment que la science française crée de la richesse, de la valeur économique française. Et pas seulement des licences, pas seulement des publications, pas seulement de la fierté avec nos grands prix Nobel, évidemment, hein, mais de la valeur, de la vraie valeur économique, hein, comme aux États-Unis et comme dans d'autres pays, en particulier les pays du Nord. Voilà pourquoi on a fixé un objectif ambitieux, et voilà pourquoi on a absolument besoin de la montée en puissance et de la montée en progrès des SAT dans les années qui viennent. Voilà. Quelques mots rapides. Hein. Merci.